C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les chiffres de vente au détail aux États-Unis pour le mois d'avril qui montrent un rebond de la consommation américaine après 2 mois de baisse, de contraction des ventes au détail. On observe une progression de 0,4% sur le mois d'avril, un chiffre un peu inférieur aux attentes, mais quand on prend un peu de distance, on notera quand même qu'en niveau, les ventes au détail aux États-Unis restent à des niveaux importants par rapport à la tendance pré-Covid. On est encore 4-5% peut-être au-dessus de la tendance pré-Covid en matière de vente au détail aux États-Unis. Un chiffre donc qui confirme l'idée d'une économie américaine qui n'est pas totalement au bord du précipice, peut-être, en tout cas de manière immédiate. Du côté des marchés, c'est le calme plat pour l'instant, avec des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis, bien sûr, qui cristallisent l'attention immédiate des investisseurs et qui bloquent toute initiative et toute prise de risque sur les marchés en ce moment. Un marché qui, lui, progresse largement depuis le début de l'année, c'est le marché japonais. C'est un marché qu'on mettra à la une de l'émission dans quelques instants. Le Japon est de retour. Est-ce un vrai départ, redémarrage pour les marchés actions japonais? Marché qui a connu, bien sûr, pas mal de faux départs ces dernières années. On notera de manière historique que le Topix, l'indice large japonais, a atteint ce matin son plus haut niveau depuis 33 ans, depuis le premier trimestre 1990. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons ce soir sur une classe d'actifs dont on parle assez rarement, les obligations convertibles. Quelles sont les caractéristiques structurelles de ces actifs hybrides? Quels sont les intérêts qu'on peut avoir pour ces obligations convertibles dans le contexte actuel? Nous en parlerons avec les spécialistes du BP Asset Management et le co-responsable de la gestion convertible du BPAM, Benjamin Shapiro, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe, chaque soir à 17h en direct avec vous, Alix Nguyen. Tendance, mon ami, la tendance du jour est à la prudence pour le CAC 40. Et oui, la conjoncture économique chinoise et le plafond de la dette américaine freinent les places européennes. Pour l'heure, aucune avancée quant à un accord. En attendant, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré devant une assemblée de banquiers locaux aujourd'hui qu'un défaut de paiement de la dette publique américaine laisserait des millions d'Américains sans revenus, ce qui pourrait déclencher une récession. Dans l'actualité des entreprises américaines, Wells Fargo va verser $1 milliard pour solder des poursuites d'actionnaires. Les actionnaires en question lui reprochent de ne pas avoir modifié sa gestion et ses pratiques assez rapidement après une série de scandales. L'accord a été soumis à un juge fédéral de Manhattan et doit encore être validé par le magistrat. On retient aussi la chute du titre Home Depot, composante du Dow Jones. La chaîne américaine annonce des revenus trimestriels décevants et réduit ses prévisions pour l'année entière. Et puis parmi les statistiques du jour aux États-Unis, on retiendra la production industrielle qui progresse de 0,5% au mois d'avril. Et oui, la production manufacturière, quant à elle, enregistre une hausse d'1%. C'est bien au-delà des prévisions. Toujours aux États-Unis, les ventes au détail d'avril sont moins élevées qu'attendues. Elles n'augmentent que de 0,4% en rythme séquentiel. À noter cependant que la tendance sous-jacente reste solide. Plus près de nous, le moral des investisseurs allemands s'est dégradé et nettement plus que prévu au mois de mai. L'indice ZOO s'est établi à moins 10,7. Autre info du jour, au premier trimestre, la croissance du PIB en zone euro est confirmée à 0,1% par rapport aux 3 mois précédents. Et par rapport aux 3 premiers mois de 2022, le PIB a augmenté d'1,3%. Et puis Eurostat nous apprend que l'emploi dans la zone euro a progressé de 0,6% par rapport au trimestre précédent et d'1,7% sur un an. Enfin, un mot de l'actualité des valeurs parisiennes avec un peu de déception du côté de la publication de Bouygues.
Oui, et ce, malgré la confirmation de ses objectifs annuels. Le marché retient surtout une faible conquête dans les télécoms et une génération de cash flow inférieure aux attentes. Et puis, le propriétaire de tickets restaurant Edenred acquiert la plateforme Reward Gateway pour 1,3 milliard d'euros à Paris. Son titre est en nette hausse. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en direct pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prat est avec nous ce soir, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Olivier de Béranger nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, directeur général délégué, directeur des investissements de la financière de l'Échiquier. Et Mabrouk Chetouane nous accompagne également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la stratégie marchés globaux de Natixis IM. Nous parlons du Japon. C'est le marché à la une ce soir. Céline, je me tourne vers vous, investisseur stock picker global. Vous connaissez le Japon sans doute particulièrement bien. Pourquoi est-ce qu'on parle du Japon? Pourquoi est-ce que le marché est à la une? Pourquoi est-ce qu'on décrit le marché japonais comme un marché chaud bouillant? Pourquoi est-ce qu'on lit autant de commentaires positifs sur le marché japonais de la part d'investisseurs globaux aujourd'hui qui généralement traitent ce marché avec un peu de distance pour dire les choses? Le Topix, l'indice large japonais, est au plus haut depuis le premier trimestre 1990, depuis 33 ans. Alors 90, c'était quand même la phase descendante d'éclatement de la bulle japonaise, mais voilà, ça nous ramène à ce niveau-là, après une trentaine d'années d'agonie des actions japonaises. C'est ça, de décennies perdues, ouais. Grégoire. Et effectivement, ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce marché japonais était à son plus haut, donc à la fin des années 90. Et il faut se rappeler, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que le marché japonais représentait à l'époque 45% d'un indice action international. Aujourd'hui, le marché japonais représente entre 5 et 6% d'un indice action international. Et c'est pour dire le chemin qui a été parcouru par ce marché japonais au cours des 30 dernières années. Donc ça a été un chemin de croix. Juste Céline, parce qu'on en a parlé, on en a parlé entre nous, mais refaites-nous quand même les années 80. Oui. Vous dites que c'était près de la moitié d'un indice mondial action représenté par le Japon, et vous nous disiez, on en discutait entre nous, on se demandait à l'époque, enfin les investisseurs se demandaient à l'époque, comment est-ce qu'on allait contrer le raz-de-marée japonais. Donc effectivement, on a une à la fin des années 90 avec un samouraï et on dit comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils arrêtent de conquérir le monde. Et donc on est convaincu à la fin des années 80 que des sociétés comme Sony vont inonder la planète avec leurs produits, tout comme Toyota sur l'automobile. Effectivement, ça a été un immense succès qui a connu son apogée avec l'éclatement de la bulle et l'éclatement du système bancaire. Et à la fin des années 80, on a donc dans le top 10 des capitalisations boursières mondiales 9 sociétés japonaises. Donc c'est vraiment quelque chose de très très marqué. Donc mais ça vous a marqué, hein? C'est resté dans la plus, ça reste en mémoire. Plus grosse bulle qu'on ait connue. Il y a eu la bulle du marché japonais, après il y a eu la bulle effectivement Internet, mais ce sont des bulles emblématiques. Voilà, quand on va en cours d'économie, on nous apprend comment est-ce que ça a été possible qu'on ait une telle fascination, une telle bulle, qui reposait sur des faits, puisqu'effectivement, on avait eu un développement technologique et industriel extrêmement fascinant et extrêmement poussé, qui avait conduit à ce qu'on pense que ce succès ne s'arrêterait jamais. Alors, le poids des actions japonaises, entre-temps, a été divisé par 10. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu une digestion très longue et on a eu beaucoup de faux départs, avec notamment l'élection de M. Abe. Quand il arrive au pouvoir avec ses 3 flèches, on a cru que le moment était venu du retour du Japon sur le devant de la scène. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce que ça ne serait pas le moment? Alors bon, il y a eu beaucoup de faux départs. Le Japon n'est qu'en hausse de 14,5% en yens et de 8,5% depuis le début de l'année en euros. On est très loin quand même d'un emballement comme on a pu le connaître dans les années 80. Mais ce qui est très intéressant sur ce marché japonais et sur les sociétés japonaises, c'est qu'au cours des 30 dernières années, il y a quand même eu une consolidation de ce marché japonais avec des industriels qui sont devenus
peut-être de plus en plus forts, qui ont renforcé leur leadership sur des niches de marché. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des sociétés, par exemple, comme Fanuc, qu'on connaît tous, leader des machines-outils, qui aujourd'hui représente quasiment une machine-outil sur 2 dans le monde entier, avec des services de distribution qui sont présents partout. Et une très très forte présence dans les pays émergents et en Chine, où aujourd'hui on sait qu'il y a un besoin d'automatisation et on a un besoin de faire face à une main-d'œuvre qui peut être problématique au cours des années à venir, compte tenu de la démographie. Donc on a des sociétés comme Fanuc qui sont très très fortes, ou Denso par exemple, qui va faire des oscillateurs qui sont présents dans toutes les voitures électriques avec 40% de part de marché. Donc vraiment, ils ont été extrêmement forts pour maintenir ce leadership. Mais le marché ne s'y est pas intéressé parce que vous avez eu donc effectivement la technologie américaine qui a offert une croissance plus importante avec des valorisations qui étaient plus attractives en 2008, et donc il n'y a pas eu vraiment de moment où le Japon est devenu intéressant. Et aujourd'hui, ce qui fait décoller ce marché, c'est que vous avez de la liquidité, donc avec une banque centrale qui est accommodante, puisque l'inflation n'est pas un problème, c'est un problème de déflation sur le Japon avec lequel on lutte depuis maintenant quasiment 30 ans. Vous avez des valorisations qui sont extrêmement intéressantes aussi. Je parlais tout à l'heure d'une société comme Denso, on doit être à 12 fois les profits pour une société qui est leader mondial. On va avoir une société comme KDDI dans les télécoms, on doit être aussi à 11 ou 12 fois les profits. Pareil, c'est un leader dans la téléphonie au Japon. Donc on a des sociétés qui sont leaders avec des valorisations intéressantes, donc de la liquidité, des valorisations. Et le troisième ingrédient, c'est donc maintenant un momentum attractif au niveau de la croissance des bénéfices, puisque c'est un marché sur lequel on attend une croissance de bénéfices d'à peu près 12% sur l'année 2023. Et quand on compare à ce qu'on attend sur l'Europe ou sur les États-Unis, c'est très intéressant. Et puis, bien entendu, il faut quand même rappeler que pourquoi est-ce que les investisseurs s'intéressent au Japon aujourd'hui ? C'est parce que ça permet d'accéder à la Chine sans acheter de la Chine. Et c'est ça qui, sûrement, a fait cet intérêt renouvelé de la part des investisseurs, parce que jusqu'à présent, on achetait, quand on était un investisseur américain, directement des actions chinoises, en sachant que la Chine représente 20% du PIB mondial et quand même une plaque intéressante en termes d'investissement. Puisque les choses sont de plus en plus compliquées pour investir en direct, on trouve des moyens détournés. Il y a un report du thème chinois sur le Japon. Voilà. Ouais. Donc c'est sûrement ça qui a créé cet emballement. Alors maintenant, après, il faut voir comment est-ce que ça va se dérouler pour l'avenir. Mais il y a des ingrédients qui expliquent cet intérêt renouvelé pour le marché. Concrètement, alors, vous partez, vous, d'une logique bottom-up. Vous êtes sélectionneur, stock picker, mais dans un portefeuille global, international, comme vous le gérez, Céline. Ça représente quoi, le Japon, aujourd'hui ? Mais ça doit être entre 10 et 11% du portefeuille. D'accord. Comparé donc c'est plus que les 4-5 que vous nous donniez tout à l'heure en benchmark. Mais c'est en deçà de ce qu'on a pu avoir, puisque j'ai eu à un moment 30% de mon portefeuille sur le Japon, donc je n'y suis pas encore retournée. Voilà. Olivier, le Japon. Alors le Japon, c'est vrai que nous, on n'est pas très présent sur le marché japonais. On est surtout présent en stock picking sur des valeurs de croissance, leader, oui, des leaders globaux qui sont plutôt moins chers que ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais moi, ça m'inspire quand même 3 remarques. La première, c'est que la valo, ça marche toujours. C'est-à-dire que fin des années 80, ça valait 100 fois les résultats, en gros, le Nikkei à la fin des années 80. C'était courant de dire qu'une valeur en dessous de 80 de paire était pas chère. Il faut quand même se rappeler ça. Bon, ça peut nous rappeler des petits exemples récents de la bulle de 2020 aux États-Unis, mais bon. Et puis ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on vaut 12 fois les résultats avec des croissances de BPA qui sont à 2 chiffres, généralement ça finit par marcher. Donc ça peut être très long, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les stock pickers. La valorisation, ça fonctionne toujours, à la baisse comme à la hausse, mais ça fonctionne toujours. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'à la fin des années 80, les banques japonaises étaient les plus grosses du monde. Dans le top 10 des banques mondiales, je crois qu'il y avait 7 banques japonaises, et qu'une crise bancaire, on met très, très, très longtemps à s'en relever. Il n'y a qu'à voir l'état de l'Europe post-grande crise financière. Donc, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais à chaque fois qu'il y a une crise dans le système bancaire, généralement, c'est quand même pas très bon pour les années qui suivent. Et puis la troisième remarque que ça m'inspire, c'est que on a depuis quelques années des marchés qui sont assez drivés par les flux et les allocations de
robots, d'intelligence plus ou moins artificielle. Il y a le ChatGPT Fund qui a été lancé. Et quand il y a un thème qui se dégage, comme le citait très bien Céline, c'est-à-dire adresser le marché chinois, mais sans prendre les risques politiques d'avoir dans son portefeuille les actions chinoises, ça intéresse tout le monde au même moment. Donc, tout ça fait qu'effectivement, c'est pas cher, il y a de la croissance de bénéfices, et en plus, il y a des flux qui sont plutôt positifs. Après des décennies de souffrance, c'est un thème qui peut être regardé de manière intéressante. Donc nous, on est investi sur quelques leaders dans les moteurs électriques, dans la machine-outil, dans les robots qui sont assez flagués, je dirais, dans les portefeuilles européens. On parle beaucoup, enfin je lis beaucoup le regain d'intérêt aussi d'actionnaires ou d'investisseurs activistes anglo-saxons, des Elliott, des Berkshire, etc., sont tous en train de multiplier les calls positifs sur le Japon, avec l'idée que la gouvernance des entreprises est en train de changer. Vous validez cette idée aussi, ça fait un moment. Ça fait un moment, d'accord. Ça se révèle aujourd'hui, mais ça se fait... Ça s'était amélioré, mais personne n'y prêtait attention. Parce qu'effectivement, quand vous avez un marché qui est happé par ChatGPT et l'intelligence artificielle, la gouvernance des sociétés japonaises qui s'améliore, c'est pas vraiment la thématique la plus intéressante. C'est boring, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, ça devient intéressant, paradoxalement, puisqu'il y a moins d'intérêt, enfin, il y a des thèmes moins intéressants ou qui sont beaucoup plus valorisés, comme Olivier le disait à l'instant, ailleurs. Voilà. Mabrouk, que vous inspire le Japon? Et c'est ce que je disais sous forme de boutade. Enfin, c'est vrai que je trouve qu'on accorde trop peu d'attention à ce pays qui a quand même quelques mérites, à commencer par le fait que c'est un pays qui achète beaucoup de notre dette. Et rien que pour ça, on devrait pouvoir passer quelques minutes de temps en temps à regarder ce qui se passe chez eux et la manière dont les choses évoluent. Enfin, la Chine achète beaucoup de dettes américaines et vous voyez comment les Américains les traitent. Donc c'est pas... Alors, si on reprend des arguments un peu plus fondamentaux, globalement, l'idée... Et c'est ce que Céline mentionnait, c'est quand on a un marché qui voit plus 13% de croissance, effectivement, de ses bénéfices pour l'année 2023, et qu'en Europe, là on se tire vraiment très bien, on fait plus 3 attendu cette année, en expected, et aux États-Unis moins 3, en termes relatifs, effectivement, on va tout de suite aller chercher les zones de croissance dans le cosme des pays développés. Bon, ça, effectivement, c'est déjà un point hyper positif qui fait que on va exclure le change pour le moment, qui est encore une autre problématique. On va tout de suite s'intéresser à ce marché. Le côté effectivement subterfuge pour aller jouer la thématique chinoise, effectivement, on l'a déjà vu via le CAC, on l'a vu via le DAX, et effectivement le Japon, effectivement, si la Chine parvient pas à croître à 5-6% comme finalement certains l'attendent, mais plutôt à 4%, ce qui sera déjà quand même pas mal, et ça voudra dire effectivement des besoins d'un point de vue industriel qu'elle va aller chercher au Japon notamment et en Allemagne. Donc cette thématique effectivement chinoise, en fonction encore une fois de ce qui va se passer, va bénéficier au cours de l'année 2023 au Japon et plus encore sur 2024. Et quand on regarde la croissance bénéficiaire notamment donc, de l'ensemble des pays et notamment celle du Japon, globalement en 2024, ça serait du même acabit, ce qui veut dire 2 années en fait consécutives avec une croissance des bénéfices qui va osciller entre 13 et 17%. Ce qui est quand même pas mal pour un pays dont on soulignait la traversée du désert par ailleurs. Et puis la Banque centrale, effectivement, alors même si Ueda a indiqué finalement vouloir montrer un peu plus de flexibilité dans sa politique monétaire, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment finalement de sa première allocution en tant que gouverneur, on a vu effectivement le JGB perdre 8 BP. Ça montre bien qu'on n'est pas du tout finalement dans une thématique de normalisation de la politique monétaire. Il y a déjà eu une première normalisation qui a été faite, mais qui était assez timide. Et on va poursuivre sur cette thématique-là, finalement, d'une accommodation monétaire qui s'inscrit dans le temps et qui va finalement soutenir, là aussi, les cours boursiers, notamment les marchés actions. Après, sur le côté inflation, alors l'inflation n'était pas un problème jusqu'à effectivement il y a peu, d'accord. Donc l'inflation sous-jacente repart. Pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça a été souligné par le gouverneur. Le problème, on va voir effectivement l'an prochain, parce que si on a toujours de l'inflation l'an prochain, c'est qu'on va changer un peu de paradigme, changer de discours, et là, on va plus être dans une inflation qui va être un accident, une inflation conjoncturelle. Ça va se transformer dans quelque chose d'un peu plus structurel. Ce qu'on constate par ailleurs dans nos pays, donc c'est pas une surprise, mais pour le Japon, ce sera une surprise. On va sortir effectivement de quasiment 20 ans de très basse inflation, pour ne pas dire de déflation. Et donc là, effectivement, il faudra se méfier, il faudra commencer à montrer quelques signes de prudence. Si jamais, encore une fois, cette thématique inflation qui nous suit maintenant depuis quasiment depuis 1 an, va venir effectivement se mêler en fait au jeu japonais, notamment à la croissance des cours boursiers. Vous le voyez comme un risque?
L'inflation, bien sûr. C'est un risque. Un peu d'inflation après 30 ans d'inflation désespérément, dramatiquement. Ouais, d'accord. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la réaction de la Banque centrale. Donc on a bien vu qu'une banque centrale qui commençait à durcir le ton, on a vu ce que ça donnait en 2022 sur le marché obligataire, et notamment le marché obligataire qui est un peu, on va dire, complètement, possédé, administré par la Banque centrale. Donc attention, il y a des zones de risque, même si effectivement, et encore une fois, la croissance mondiale est en ralentissement. Tout le monde voit effectivement une année 2023 qui va être relativement atone. 2024, pas mieux non plus. Donc comment le Japon, qui est là aussi tourné vers les exports et qui a une dynamique, une macro interne relativement faible, va pouvoir effectivement s'extirper de tout ça dans un contexte où la Chine peine aussi à se stabiliser. Il y a vraiment de vrais enjeux en fait. Sur la Chine, là, effectivement, on a eu une série de données alors qui concernent le mois d'avril, production industrielle, vente au détail, etc. Enfin, les chiffres habituels chinois. C'est une déception pour ceux qui avaient des espoirs sur l'ampleur et l'intensité de la reprise économique chinoise post-réouverture sanitaire? Alors, le marché n'avait pas beaucoup d'espoir. En fait, l'espoir du marché s'était concentré en novembre. En novembre, on a eu un bond en fait, des indices japonais qui saluaient la décision effectivement de la fin de la politique zéro Covid. Mais depuis, on n'a plus rien en fait, en quelque sorte. Bon, il y a eu effectivement les festivités chinoises de fin d'année, bon, très bien, mais passé finalement cette période-là, on n'a pas eu de sursaut, on n'a pas eu de rebond, on n'a eu que des déceptions. Aussi bien sur le plan macroéconomique que sur le plan également de la gouvernance. C'est-à-dire qu'en gros, quand on prend les discours de Xi Jinping, c'est très simple, il dit 5%, vous oubliez, en fait, ça va être extrêmement compliqué. Bon, une fois qu'il a dit ça, globalement, on sait que le chiffre va être en dessous. Tu as compris, entre 4,5 et 6. Ouais. Donc, s'il le dit... Ils ont révisé à la baisse. Mais ils sont réalistes, en fait. Ils sont réalistes parce que... Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine ne veut pas réitérer les erreurs du passé. La Chine apprend, d'accord ? Contrairement à d'autres. La Chine apprend et finalement... Les techniques qui avaient été utilisées par le passé pour pouvoir dynamiser la croissance, c'est-à-dire générer des bulles, notamment sur le marché immobilier, eh bien ça, ils veulent plus. Parce que Evergrande, c'est compliqué à gérer. Ça donne effectivement des entreprises publiques qui sont, on va dire... qui deviennent de plus en plus compliquées finalement à gérer et qui deviennent financièrement très instables. Et donc, in fine, redynamiser le cycle économique à travers de la relance qui va générer des excès de capacité, des problématiques sans doute de déflation par la suite, ça on pourra effectivement en parler, et bien ça effectivement le gouvernement chinois veut éviter ça. Il veut une croissance plus pérenne, une croissance plus solide et une croissance basée sur la dynamique interne. On veut arrêter d'être dépendant de l'extérieur et pour de bonnes raisons, notamment avec les relations qu'ils entretiennent avec les États-Unis, on veut arrêter effectivement cette dépendance externe. Et donc le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir un schéma de croissance beaucoup plus équilibré, plus centré sur l'interne et beaucoup plus centré sur la demande intérieure. Céline, c'est vrai que le marché chinois transforme pas l'essai. Il y a eu ce mouvement assez violent en fin d'année jusqu'en janvier. Et puis depuis, c'est quand même très flat, quoi. Oui, parce que le marché n'a pas bougé depuis le début. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a toujours un lien, à un moment donné, entre la valorisation, la croissance des bénéfices, la liquidité et le marché. Donc aujourd'hui, il y a quand même une défiance vis-à-vis du marché, une irrationalité quelque part, qui s'est emparée des investisseurs qui n'osent plus investir directement au Japon, de peur de se retrouver avec des actifs gelés, comme ce qui est arrivé à la Russie. Donc c'est bien la dimension géopolitique qui compte le plus par rapport à la rationalité économique. On a une peur de la part des investisseurs internationaux que j'avais jamais vu auparavant. Et effectivement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un marché aujourd'hui qui se traite à 8,5 fois les bénéfices des 12 mois à venir. On n'a jamais vu ça depuis 2000 pour un marché qui représente quand même le pays, qui pèse à peu près 20% du PIB mondial. Donc c'est quand même extrêmement étonnant. Donc ça reflète une défiance très forte. Alors après, si on ose franchir le Rubicon et aller au-delà de ces a priori, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'on a en Chine de la liquidité, puisqu'on n'a pas le problème d'inflation auquel nous sommes confrontés ici en Europe et aux États-Unis. Donc on a une banque centrale qui peut continuer à injecter de la liquidité. On a donc des valorisations qui sont faibles. Et on a également, même si les données macroéconomiques ne sont pas extrêmement élevées, on a quand même une croissance de bénéfices qui reste positive, puisqu'on attend 5-6% de croissance de bénéfices sur l'année 2023 et 2024. Donc on est quand même sur un environnement qui, si on regarde les choses, si on dit 6% de croissance pour 8 fois les bénéfices, ça devrait représenter un intérêt. Et je pense que ce qui est intéressant également, et on parlait tout à l'heure des enjeux entre les États-Unis et la Chine,
c'est que la Chine a fait un choix très marqué sur les énergies renouvelables. On a eu Choose France au cours des derniers jours avec Emmanuel Macron qui a fait un exercice de style autour des batteries électriques qui vont être produites ici en France. Mais les Chinois ont quand même réalisé un sans faute du côté du renouvelable, puisque aujourd'hui, c'est à peu près 80% de part de marché sur le solaire, c'est à peu près la même chose sur l'éolien et sur les batteries électriques, ils sont largement dominants. Donc c'est pour ça que je dis c'est aujourd'hui l'Arabie Saoudite qu'on a connue dans les années 70 sur le pétrole, aujourd'hui sur le renouvelable, on va avoir énormément de mal à faire sans la Chine. Et cette position de force, on peut la jouer parce que du coup, ces industries vont avoir besoin de composants ou de robots qui vont venir du Japon. Mais il y a quand même des leaders. Aujourd'hui, on a des leaders de l'éolien, du solaire, de l'automobile qui sont cotés en Chine à des valorisations qui défient l'entendement. Est-ce que c'est un marché pour nous ? Est-ce que malgré tous ces arguments rationnels que vous mettez en avant, je le pense. Voilà. D'accord. Moi, je le pense. Je pense qu'il faut être rationnel. Notre travail en tant qu'investisseur, c'est de garder. Il y a une rationalité géopolitique aussi. La dimension géopolitique, on sent bien qu'elle va être très pesante pendant très longtemps. Et elle peut être aussi rationnelle. Les meilleurs investissements, vous les faites quand vous avez très peur, et les plus grosses bêtises, vous les faites quand vous êtes très détendu. Donc c'est en général comme ça qu'il faut raisonner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas que ça fait peur. Mais il n'empêche que si on est rationnel et discipliné, on se doit, en tant qu'investisseur de long terme, de jeter quand même un regard sur ce marché et de faire attention à ce qui s'y passe. Vaste question, Olivier, on va basculer sur le thème de la pause de la Fed, mais oui, est-ce qu'il y a, dans le monde un peu multipolaire, est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus des marchés pour les investisseurs occidentaux ? Est-ce qu'il faut la question considérer la question ? C'est est-ce que la Chine est investissable ? C'est ça que vous posez comme question, et la réponse des investisseurs américains, qui sont quand même les plus gros investisseurs de la planète, c'est non. La réponse des investisseurs européens, quand on regarde les nôtres, c'est au cas par cas quand même. On ne peut pas dire qu'il y ait de position tranchée, ni oui, ni non. Et on sait que le risque de détention de ligne en direct est quand même assez fort. Donc, c'est pas facile. Mais je pense, comme je disais tout à l'heure, la valorisation, ça marche toujours. Donc, il y aura un moment où, quand ce sera vraiment à des prix massacrés et à des ratios bradés, on trouvera un peu d'argent qui sera prêt à s'investir. Mais c'est vrai que pour le moment, moi, je constate auprès de nos clients qu'il y a zéro appétit pour la Chine. Et que c'est d'ailleurs une des questions dans les due diligence ou les réponses au RFP que vous pouvez faire, c'est est-ce que vous êtes investi en Chine ? Oui, combien ? C'est quoi le maximum ? Très intéressant. On vous demande jamais c'est quoi le minimum, on vous demande toujours c'est quoi le maximum. Donc c'est quand même une information importante sur le moral des investisseurs. Et là, les chiffres, je serais peut-être un peu plus prudent sur les chiffres chinois, parce que vous vous rappelez qu'il y a un an exactement, c'était le confinement de Shanghai. C'était fermé, oui. Donc, quand on fait 19 au lieu de 21, il faut peut-être voir après le mois suivant pour être sûr. Mais ce qui est plus étonnant quand on regarde les marchés européens que je connais un petit peu mieux, c'est qu'on a deux messages complètement différents. Il y a les valeurs du luxe qui vous disent tout va très bien et ça va continuer comme ça, ne vous inquiétez pas. Et si vous regardez les mid-cap contre les grandes cap ou les défensives contre les cycliques, c'est pas du tout le message qui est envoyé. Donc c'est quand même une question en suspens pour les mois, les trimestres qui viennent. Et je pense que c'est un petit peu tôt pour se prononcer. Mais si je devais parier, je pense quand même que le ralentissement global, le fait que effectivement il y a d'autres marchés qui soient pas chers aussi, parce que on est à 8 fois et demi en Chine, mais on est à 10, 12 fois au Japon. Vous êtes quand même beaucoup plus protégé en tant qu'investisseur. Pour moi, l'écart n'est pas encore suffisant pour déclencher un peu de flux des acteurs internationaux là-dessus. Une autre dimension que vous mentionniez, c'est bien évidemment le risque politique, en fait. Puisqu'il y a quand même un dossier qui est qui revient régulièrement sur le devant de la scène, c'est Taïwan. Et donc, Taïwan, avec en toile de fond, bien sûr, la Chine et les États-Unis, on a une espèce de dérapage sémantique qui est larvé, qui est en train, en fait, de prendre un peu partout, notamment entre les belligérants, entre les États-Unis et la Chine. Et ça, quand on parle, effectivement, à des clients, tout le monde, effectivement, nous pose la question. Comment on fait ?
si jamais ça arrive. Bon, alors là, si jamais ça arrive, personne n'est en mesure de donner une date. C'est toujours le même problème avec le risque de ce type-là, le risque non diversifiable, le risque politique, c'est que c'est un risque qui est dormant et qui finalement intervient comme une éruption volcanique. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Et donc ça, effectivement, c'est très compliqué à timer, ça fait peur à tout le monde, puisque là on parle effectivement des plus gros investisseurs finalement dans le secteur de l'armement. Ce sont les deux pays qui dépensent le plus finalement dans leurs armées, en point de PIB c'est absolument colossal. Bon, les États-Unis restent devant bien sûr, mais la Chine investit là aussi une somme absolument considérable. Et donc in fine cette thématique politique, cette thématique géostratégique, là aussi freine en quelque sorte les investisseurs, parce qu'il dit si jamais il y a conflit, ce seront effectivement les acteurs chinois qui seront finalement perdants dans cette affaire. Donc là aussi, ça freine un peu l'engouement, même si à très long terme, et on doit se projeter à long terme finalement, on sait que la zone de croissance, en tout cas celle où il y aura le plus de croissance comparativement au monde au monde occidental, ce sera la Chine, et ben celle-ci présente malgré tout des risques, notamment le risque politique. Le thème de la pause de la Réserve fédérale américaine, bien sûr, Olivier, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une pause établie, solide, dans la tête des investisseurs et des marchés? Ou est-ce qu'on est encore dans l'idée d'une pause, d'une tentative de pause? Parce que là, on a tout le service après-vente qui débaroule, hein, avec les prises de parole de tous les banquiers centraux et notamment des présidents de Fed régionales aux États-Unis. Le consensus sur la pause n'est pas encore totalement évident. C'est un peu à géométrie variable en fonction des différents membres du FOMC. C'est un peu ce que j'allais vous répondre. Ouais. La réalité de la pause, elle est claire dans le marché, elle est peut-être moins claire à la Fed. C'est toujours embêtant. Quand on regarde par exemple le chiffre des ventes au détail aujourd'hui, c'est pas forcément un chiffre qui milite pour une pause. Pas forcément. Effectivement, on a un headline qui est moins bon que ce qu'on attendait, mais quand on creuse dessous, on voit que hors voiture et essence, ça croît toujours plutôt bien, que les secteurs des services qui est dans tout ce qui est food et restauration, hôtellerie, ça croît assez fort, que c'est pas une économie qui a l'air de ralentir si fort, si vite que ce à quoi le marché s'attend. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil dans toutes les zones économiques. Si on regarde l'indice ZOO ce matin, c'est un indice de sentiment, c'est un indice d'investisseurs, c'est pas un indice de hard data ou de choses qu'on peut constater. On a vu la production industrielle, pas si mal. Donc en fait, on a un ralentissement. Le moral des promoteurs immobiliers aux États-Unis remonte tranquillement, mois après mois. La pente de la baisse du moral des consommateurs américains, elle est beaucoup plus en pente douce que ce à quoi s'attend le marché. Après, il y a quand même des taux qui sont à 5, avec une inflation qui est à 5. Bon, on peut faire une pause. On peut dire, je vais être data dependent pendant X semaines ou mois, je vais bien voir ce qui se passe et je vais attendre. Mais je pense quand même que la pause n'est pas certaine à 100%. Je parierais dessus si je devais parier, mais c'est pas du 100% de mon point de vue. Alors que le marché voit le prochain mouvement comme étant inévitablement des baisses de taux. C'est absurde. Le prochain mouvement... Il faut garder à l'esprit que et puis ça peut être une pause longue. Et qu'il peut y avoir un moment, un risque, pourquoi pas, de rediscuter en tout cas d'une hausse de taux. Si pause il y a, elle sera en effet très longue. Et là, on en avait déjà parlé ici, en début d'année, on attendait, je ne sais plus, 3 ou 4 baisses des taux à partir du mois de juin, puis ça décale de trimestre en trimestre. Si c'est une pause, ce sera une pause longue, tant qu'il ne se passe pas quelque chose de dramatique sur le moral du consommateur américain ou sur les taux de capex et d'investissement. Qu'est-ce qui peut se passer entre aujourd'hui et le mois de septembre, en l'occurrence, qui amènerait la Fed à déclencher un cycle de baisse de taux? C'est ce que price le marché, un début de cycle de baisse de taux à partir de septembre, autour de l'automne, pour la fin d'année, mais qui se prolonge encore en 2024. On est peut-être à 200 points de baisse de taux fin 2024, pricé dans le marché aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer là, dans les quelques mois qui viennent, qui validerait ou invaliderait les anticipations de marché? En fait, ce scénario n'a de sens que s'il y a un black swan quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un événement systémique, typiquement le secteur bancaire qui montre effectivement d'une fragilité, entre guillemets, beaucoup plus forte que prévu, et il faut bien voir en fait les données du régulateur, elles sont quand même assez saisissantes, c'est que 3 banques seulement ont fait faillite, ça concerne à peu près 550 milliards de dollars d'actifs. Oui. En 2008, par exemple, on avait 300 banques qui ont fait faillite, et puis ça représentait 350 milliards. On parle de défaillance au sens
FDIC du terme. À côté de ça, en 2008, il faut quand même mettre AIG, Freddie et Fannie, Lehman. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions en termes de destruction de bilan, Mabrouk. Non, mais je la vois tout le temps, cette comparaison. Mais très bien, mais n'oublions pas quand même qu'il y a des établissements non bancaires qui ont chuté aussi en 2008 et qui gonflent quand même considérablement la destruction de capital. De défaisance pour justement pallier en fait. Mais voilà, en gros, c'est que on oublie en fait systématiquement ce qui a été mis en place pour pouvoir effectivement éviter la faillite du système. Et là, c'est pareil. Ce qu'on oublie, c'est que la Fed est intervenue avec une vitesse absolument prodigieuse. Et donc, le phénomène du black swan entre guillemets, là encore, c'est pas 200 BP de baisse de taux, ce qui est absurde en fait de voir ça de manière linéaire, etc. C'est 200 BP tout de suite, voire 300 BP de baisse de taux. Donc, c'est pour ça que ce scénario est complètement, à mon sens, incohérent. Aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Si vous avez un risque systémique, c'est 300 BP tout de suite, on n'en parle plus. Et ça, les banques centrales savent faire. Or, finalement, voir dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire, par exemple, on parlait encore des ventes au détail. La demande est encore forte. Pourquoi est-ce que la Fed ne peut pas baisser? Parce que la demande est encore un soutien à l'inflation. Qu'on le veuille ou non, toutes les études le montrent. Les études de la Fed régionale, et on les suit toutes, celle de San Francisco, montrent que la demande est encore un soutien majeur à l'inflation. Partant de ce constat-là, si effectivement la Banque centrale ne peut agir que sur la partie demande, elle va maintenir ses taux pendant une période relativement longue. Et c'est là, en fait, la question reste entière, c'est combien de temps? Combien de temps il faudra maintenir ces taux pour commencer à voir effectivement cette diffusion de la restriction monétaire se manifester sur l'économie réelle. C'est la vraie question en fait qui se pose, c'est les canaux de transmission sont-ils endommagés? Les délais de transmission ont-ils été effectivement endommagés par la crise du Covid et plus par la relance macroéconomique qui a été organisée derrière? Et en fait, c'est ça la vraie question. Et un an après le début du cycle de resserrement monétaire, on n'a pas plus de réponses à ces questions aujourd'hui sur la vitesse de transmission. Les craquements financiers du mois de mars accélèrent quand même la transmission de la politique monétaire pour le coup. Ça l'accélère parce que ça ça l'intensifie. Ça l'intensifie, mais on ne voit pas encore les effets, encore une fois, les plus forts sur l'économie réelle. Le moral des consommateurs n'est pas dans les chaussettes. La consommation, effectivement, elle continue d'être à un momentum relativement solide. Donc tout ceci ne pèse pas encore. Vous parlez du moral des promoteurs immobiliers qui ne s'effondrent pas. Alors, on était à 30 en fin d'année, donc c'était le plus bas, et on remonte à 50. On remonte timidement, mais quand on regarde aussi le senior loan officer, on voit que finalement les choses sont pas en train de s'effondrer encore, ça remonte un tout petit peu. Donc tout ceci milite effectivement pour la pause. Wait and see. On ne sait pas. Il y a des choses qui ont été effectivement on va dire endommagées par cette relance budgétaire. Encore une fois, il ne faut pas oublier 5 000 milliards qui ont été injectés. L'excess saving, c'est encore la clé en fait du cycle américain. Non seulement donc l'excess saving et le marché du travail. Tant que ces deux variables-là ne se porteront pas, en fait, ne montreront pas de signe d'inflexion majeur, on n'aura pas sens de baisse de taux. Sur l'excess saving, donc le surstockage d'épargne issu de la période Covid, on en est où? C'est un chiffre, c'est très compliqué quand même, j'ai l'impression. Il y a une méthodologie qui a été élaborée par la, par la Fed, effectivement, qui le calcule. Parce que le taux d'épargne, lui, est déjà retombé très très bas. Mais le taux d'épargne est monté à 35 et est revenu à 5. Ce qui est normal. Voilà. Mais sur le stock disponible, qu'est-ce qui reste en masse? Pour quelle catégorie de la population? Combien de temps ça peut tenir encore? Alors, au-delà des effets, effectivement, de ventilation au sein des catégories de population, ce qu'on observe, c'est que cet excess saving, structurellement, est égal à 0. Les ménages américains ne dégagent pas d'épargne en excès. C'est pas quelque chose qu'ils font de manière structurelle. En revanche, la crise du Covid arrive et donc on atteint ce point à 2000 milliards. Ça a baissé et aujourd'hui, finalement, on attend les chiffres pour le Q1. On devrait être à un montant avoisinant les 400 milliards de dollars. Donc ça baisse de manière linéaire et en principe, au Q3, il n'y aura plus rien. Et c'est à ce moment-là où l'économie américaine l'atterrissage, c'est Q3, quoi. Sera le plus vulnérable, en effet. Et donc, la Fed va pas baisser ses taux à ce moment-là, elle va juste changer son discours, préparer les marchés aux baisses de taux. Et donc, in fine, ce ne sera pas avant 2024, à mon sens en tout cas. Et si si Powell est cohérent avec son discours, le higher for longer, ça doit au moins durer 6 mois, sinon franchement ça ressemble à rien. C'est intéressant parce que le marché américain est en pause aussi, Céline. En clôture hebdomadaire, ça fait 7 semaines que le S&P 500 clôture entre 4100 et 4150, quoi. Parce qu'effectivement, c'est incroyable quand même. On parlait de l'Asie tout à l'heure et on voit à quel point les deux situations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire que du côté de l'Asie, j'ai de la liquidité, des valorisations attractives et des bénéfices qui sont en progression. Du côté des États-Unis, c'est tout l'inverse. J'ai une contraction de la liquidité qui continue. On ne sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant, on est en contraction de liquidité. J'ai des bénéfices qui sont qui devraient être négatifs, oui, pour l'année 2023.
et qui ont été révisés en baisse d'à peu près 12% au cours des 6 derniers mois. Donc on est dans un momentum de révision baissière. Et du côté des valorisations, malheureusement, on reste sur des valorisations qui sont très élevées, puisqu'on est toujours à 18 fois les bénéfices pour le SP500. Et quand on regarde la valorisation du top 10, enfin des sociétés technologiques américaines, on voit qu'on est plutôt à 2 fois cette valorisation-là. Donc on est à des niveaux qui sont supérieurs au niveau de valorisation de 2000. Mais ça veut dire qu'il y a 90% du marché c'est beaucoup plus compliqué. Mais oui, mais il y a 90% du marché qui est pas à ces niveaux de valorisation, justement. Non, mais malheureusement pour nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on investit sur les actions internationales, on a 60% du marché qui est sur les États-Unis et on a à peu près 20-25% du marché mondial qui vient de ces sociétés-là. Ouais. Et comme elles sont très détenues et qu'elles représentent une grosse partie du marché, on ne pourra pas éviter, si jamais ces sociétés sont sous pression, une baisse du marché dans son ensemble. Mais effectivement, comme on l'a vu en 2022, on peut très bien avoir une pression sur cette partie du marché et une progression d'autres sociétés qui ne sont pas prises dans cette nasse. Quel est le niveau de doute que vous avez sur la capacité de ces 5-10 méga-caps américaines qui tiennent le marché américain à permettre justement de tenir encore les indices et de franchir peut-être même un épisode de ralentissement récessif qui s'annonce? Alors moi je suis certaine qu'à horizon 3 ans, voilà, ces sociétés-là seront dans des positions très délicates et difficiles. Donc je n'investirai pas sur ces sociétés-là. Oui, donc le boursier, voilà. Parce qu'effectivement, historiquement, ce qu'on apprend, c'est que quand vous avez des niveaux de valorisation tels que ceux que nous avons sur ces sociétés aujourd'hui, c'est très difficile de tenir, compte tenu également des attentes de progression de bénéfices qui sont extrêmement élevées. Et il faut voir que sur le Q1, on a eu des progressions des ventes de ces sociétés qui sont entre 2 et 9%. Ah oui, c'est faible. Donc pour justifier des niveaux de valorisation tels que ceux dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même délicat. C'est l'efficience maintenant. C'est l'efficience. On joue l'efficience et la restructuration. Une position très très délicate. Et comme le disait tout à l'heure Olivier, à un moment, l'élastique, à force d'être tendu, il se resserre. Voilà. Bon, il y a comme on dit maintenant, le S&P 5 et le S&P 495. Mais ce qui laisse un marché intéressant pour nous. Donc, on est plutôt, l'univers, c'est plutôt S&P 495 ou il faut quand même considérer le S&P 5 comme étant la partie titanesque du marché? Il faut faire un peu de réponse de Normand. Pour le momentum, c'est sûr que c'est le S&P 5 qui est intéressant. Pour des investissements à plus long terme, à 3 ou 5 ans, comme dit Céline, c'est clair qu'il faut les gratter, autour. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces sociétés dans le SP5, ils ont des montants de cash absolument phénoménaux qui leur permettent de faire du retour aux actionnaires pendant encore de nombreux trimestres. Donc, si en plus vous êtes dans une phase où vous dites que les taux vont arrêter de monter parce qu'on est en pause, parce que l'inflation est à peu près maîtrisée aux États-Unis, la thématique du rachat d'actions et du retour à l'actionnaire, de toute façon, ça porte un peu encore sur plusieurs trimestres. Mais vous savez aussi comme moi que quand on commence à acheter des sociétés que pour le dividende et le retour à l'actionnaire, au début ça va, puis généralement ça se passe plus très bien au bout d'un moment. La vraie question, c'est quand est-ce que les marchés sous-jacents de ces 5 sociétés ou des 10 premières va commencer à se calmer. Donc ça revient à la question qu'on se pose tous autour de cette table. Est-ce qu'il va y avoir une récession? Quelle est l'ampleur de la récession? Et puis est-ce que c'est au Q2, au Q3 ou quand est-ce qu'elle va arriver? Et là, c'est vrai que quand on regarde différents segments de marché, on n'a pas la même réponse. Quand on regarde des valos des grandes caps américaines, on a un avis. Quand on regarde les valos des small caps européennes et même américaines, d'ailleurs, on a un autre avis. Quand on regarde la valo du luxe, on a encore un troisième avis. Quand on regarde les niveaux de volatilité, c'est mon tropisme sur les marchés obligataires, on a un avis, on ne sait même pas quel est son avis d'ailleurs, tellement c'est volatile. Donc on voit bien qu'on est un peu un point où ça va bientôt tourner. Tous les investisseurs sont quand même plutôt pessimistes quand vous regardez les sondages et les taux de cash dans les portefeuilles. Et donc on sait que quand tout le monde a un peu la même vision, c'est là où ça n'arrive pas, ou quand ça arrive, ça ne va pas être le scénario. Le scénario central, c'est quoi? C'est ça va corriger de 5 à 10%, et là je reviendrai dans le marché, on sait que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que soit ça corrige de 3-4 et ça repart, soit ça perd 20 et il n'y a plus personne. Donc c'est quand même ça, toujours ce qui se passe. Et là je veux dire qu'on est assez dubitatif dans nos investissements, on est plutôt prudent. On attend de voir, mais c'est vrai que le temps devient un petit peu long sur la publication d'indicateurs qui ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il y a un
tout petit point effectivement sur la volatilité qui est quand même assez étonnant, c'est l'explosion effectivement de la vol implicite sur les marchés obligataires. On voit tous effectivement où est-ce qu'elle est. Et l'écrasement de la vol implicite sur les marchés actions. Donc, et là, par contre, ça concerne tous les marchés. Et une explication que j'ai trouvée assez amusante, c'est de dire que, au fond, on parlait des méga caps du S&P 5 et ce genre du poids que ça représentait. Et en fait, ce sont des actions à duration longue, là aussi, donc qui écrasent effectivement la volatilité. Donc, l'impact, il n'est pas seulement sur la capitalisation, sur la déformation, effectivement, de ces indices. Ça se voit également sur des mesures de risque qu'on utilise habituellement pour sentir, pour donner un peu la température du marché. Et on voit bien que là, même ces mesures de risque-là, finalement, elles deviennent un peu, là aussi, complètement parasitées par le poids qu'elles représentent. Et donc, il n'y a plus que la volatilité obligataire, finalement, pour nous donner un peu l'état du marché. Et comme je dis, effectivement, ce marché obligataire qui a toujours raison, en quelque sorte, c'est lui qui nous donne la vérité. Le MOVE plutôt que le VIX, c'est ça ? Pour le moment, c'est le camp que je défends. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci pour votre éclairage du jour sur la situation globale. Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Houghton Investments, Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marché globaux de Natixis CCM, et Olivier de Béranger, directeur général délégué et directeur des investissements de la financière de l'Échiquier. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des obligations convertibles, une classe d'actifs un peu à part dont nous parlons avec Benjamin Shapiro, co-responsable de la gestion des convertibles chez UBP Asset Management. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Les convertibles chez UBP Asset Management, ça existe depuis longtemps. Enfin, c'est une expertise, une spécialité maison depuis plus d'une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça, Benjamin ? 25 ans qu'on gère des obligations convertibles au bureau de Paris d'UBP, donc UBP Asset Management France, et on gère un peu plus d'1 milliard d'euros en obligations convertibles. Vous avez donc l'habitude d'expliquer effectivement les caractéristiques de ces actifs un peu à part, ces actifs hybrides que sont les obligations convertibles, qui mélangent à la fois donc le risque opportunité obligataire et le risque opportunité action. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rappeler les caractéristiques structurelles de ces produits, Benjamin ? Et puis indiquer également dans l'ambiance actuelle, dans le contexte de marché qu'on décrit chaque jour, quels peuvent être les intérêts spécifiques de cette classe d'actifs dans ce moment de marché. Oui, alors bon, pour faire simple, une obligation convertible, pour commencer, c'est une obligation comme une obligation classique, qui a une maturité, un certain niveau de coupon, mais en plus de ça, elle a une option de conversion en action. C'est-à-dire que via cette option, si l'action sous-jacente réalise une performance suffisamment élevée pendant la vie de l'obligation convertible, cette obligation va donc pouvoir être convertie et donc on bénéficie du potentiel de l'action sous-jacente au niveau de la performance. Donc on a soit un rendement qui est prédéterminé, soit une partie de la performance de l'action sous-jacente au cours de la vie de la convertible. Ce qui est particulièrement intéressant en ce moment dans la classe d'actifs, c'est que c'est une classe d'actifs qui est intéressante pour les émetteurs car elle permet de payer un coupon un peu plus faible que les obligations classiques. Dans un univers tel que celui dans lequel on vit aujourd'hui, évidemment avec les niveaux de rendement qui ont beaucoup augmenté, on voit beaucoup de sociétés qui s'intéressent de plus en plus à notre classe d'actifs. C'est vrai qu'on s'était habitué il y a 1 an et demi, 2 ans à traverser une période dans laquelle les obligations convertibles, notamment émises par les sociétés de très bonne qualité de crédit, avaient des rendements faibles, voire parfois négatifs, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais désormais, on a un retour du rendement dans la classe d'actifs et c'est à la fois bon pour les investisseurs, mais c'est aussi intéressant pour les émetteurs, car dans un contexte où les émetteurs regardent les coûts financiers, ils s'intéressent aux obligations convertibles. Et vous observez du coup un élargissement de l'univers d'investissement. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut voir apparaître avec de nouveaux émetteurs ou des émetteurs qui n'étaient pas habitués peut-être à émettre ce genre de produits convertibles. En l'occurrence, pour l'entreprise, pour l'émetteur, pour le directeur financier, ça permet de lever de la dette à un coût un peu moins cher qu'une dette classique, si je comprends bien. Voilà, Benjamin. Exactement. En échange d'un potentiel de dilution, ils vont payer moins de coupons. Et donc, ce qu'on observe surtout, c'est une diversification récemment des émetteurs qui viennent sur notre classe d'actifs. On avait depuis quelques années un biais très croissant dans notre classe d'actifs, alors qui est assez historique, mais il s'était plutôt renforcé dans une période où les sociétés de croissance avaient très bien fonctionné. Et donc, ces sociétés bénéficiaient de cours élevés pour émettre des obligations convertibles. Désormais, avec l'apport du coupon plus faible sur notre classe d'actifs, on voit de nouveau des sociétés typiquement industrielles revenir sur notre classe d'actifs.
Un exemple qu'on peut citer, c'est SPI, qui au mois de janvier a émis une obligation convertible. C'était la première fois de son histoire. C'est une société évidemment bien connue, une société qui est active sur le marché des obligations classiques, qui avait un certain nombre d'obligations. Et on a eu l'occasion de parler au directeur financier de SPI dans le cadre de cette émission. Et c'est typiquement une société qui, pour ne pas faire augmenter ses coûts financiers, a préféré émettre une obligation convertible avec un coupon à peu près similaire à celui des obligations classiques existantes qui avaient été mis il y a quelques années, plutôt que d'aller payer un coupon beaucoup plus élevé du fait du changement d'environnement sur le marché des taux. Très intéressant, effectivement, pour les émetteurs et la gestion financière des entreprises, de voir l'intérêt renouvelé ou nouveau d'ailleurs des obligations convertibles. Du point de vue des investisseurs, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt des investisseurs et de quel type d'investisseurs aujourd'hui pour ces produits dans le contexte de marché, avec quand même des niveaux d'incertitude très élevés un peu partout aujourd'hui? Oui, tout à fait. L'intérêt pour les investisseurs, l'intérêt structurel de cette classe d'actifs, c'est d'avoir un niveau de risque qui est entre celui des obligations et celui des actions. Actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de prudence au niveau des investisseurs et donc beaucoup qui ne souhaitent plus ou moins avoir une exposition au marché actions. Et c'est vrai que les obligations convertibles permettent de garder une exposition au marché actions tout en réduisant le risque de volatilité, puisque c'est ce qu'on observe sur cette classe d'actifs sur des tendances de long terme, c'est qu'on a des performances qui sont assez proches au travers d'un cycle de celles des marchés actions, mais tout en ayant une volatilité qui est à peu près divisée par 2. Comment ça se traduit concrètement? Enfin, on en est au stade des déclarations d'intérêt ou d'intention de la part de vos clients investisseurs. On a déjà franchi le pas. En termes de flux, ça se retrouve aujourd'hui dans la collecte qu'on peut avoir sur ces produits-là, Benjamin? Alors, la tendance sur la collecte depuis le début de l'année, elle est plutôt négative. C'est vrai que l'année dernière a été difficile pour la classe d'actifs, comme toutes les classes d'actifs d'ailleurs. On a pâti évidemment des mouvements à la fois sur les actions, sur les taux, sur les spreads de crédit. Et donc, traditionnellement, c'est vrai qu'après une année de performance un peu difficile, sur le début de l'année suivante, on voit les flux orientés en fonction de ses performances. On l'avait vu d'ailleurs il y a 2 ans, 2020 avait été une année historiquement bonne pour la classe d'actifs. Le premier trimestre 2021 avait été un très très bon trimestre de collecte. On a un petit peu l'inverse sur ce début d'année, mais ce qu'on voit récemment, c'est que beaucoup d'investisseurs, et notamment des investisseurs qui connaissent bien la classe d'actifs historiquement, comprennent les opportunités qui sont désormais offertes par la classe d'actifs avec ce changement au niveau du paradigme des rendements et s'y intéressent à nouveau. Et d'ailleurs, avec la reprise du marché primaire, la diversification dont on parlait tout à l'heure, c'est souvent des indicateurs avancés qui sont utilisés par les investisseurs qui connaissent bien cette classe d'actifs pour se repositionner. C'est des discussions qu'on a de manière très proactive récemment. Est-ce que c'est un marché, cet univers des obligations convertibles, ce gisement des obligations convertibles, est-ce que c'est encore un marché essentiellement européen et américain, développé, entre guillemets, ou est-ce que là, on peut aussi commencer à regarder un univers investissable d'obligations convertibles émergentes? Alors, le gisement des obligations convertibles, pour donner un ordre de grandeur, c'est un gisement qui tourne autour à travers les cycles d'une taille qui est autour de 400 milliards de dollars. Donc, c'est pour donner l'ordre de grandeur. On a une grande majorité de ce gisement qui vient des États-Unis, à peu près 250 milliards de dollars. Et les chiffres que je vous donne, ils sont sans compter le marché des obligations chinoises onshore, qui est un marché qui s'est développé ces dernières années. Donc désormais, on a un gisement qui était quasi inexistant il y a 5-6 ans, avec quelques dizaines de convertibles. Et comme souvent dans ce pays, quand les choses démarrent, elles démarrent vite et elles deviennent très grosses. Et donc aujourd'hui, le marché des convertibles chinoises onshore, il y a environ 500 obligations convertibles. C'est un marché qui a une taille d'à peu près 150 milliards de dollars. Donc c'est devenu le deuxième plus gros marché dans les obligations convertibles. Donc il est souvent pas compté dans la taille globale que je donnais tout à l'heure. C'est plus gros que l'Europe, là, vous dites? Alors si c'est le deuxième. C'est 2 fois plus gros que l'Europe. C'est deux fois plus gros que l'Europe. En 5 ans, c'est un marché qui est devenu 2 fois plus gros que l'Europe. Quelques années, et donc il a des similarités avec les autres marchés. C'est surtout des sociétés de taille moyenne, ce qui a été d'ailleurs très favorable ces dernières années, puisque les très grandes sociétés chinoises, celles qui ont été sous le lot de controverses, de pression politique, donc notamment dans l'immobilier, les grandes sociétés de technologie sont pas du tout présentes dans ce marché-là. Donc pour donner un chiffre qui parle très bien, on a lancé cette stratégie il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et depuis le lancement de la stratégie, on a l'indice d'actions chinoises qui baisse
baisse de 13%, et dans le même temps, notre fonds est en hausse de 20%. Donc ça montre à la fois la décorrélation au niveau des sociétés qui composent ce marché, mais aussi les bénéfices des obligations convertibles elles-mêmes. C'était une partie de la discussion qu'on avait juste avant le plateau, mais comment investir en Chine? Alors il y a la rationalité économique, financière, etc. Et puis il y a cette dimension politique, voire géopolitique. Vous dites, là, on a justement un univers d'investissement qui est protégé du risque politique qu'on a vu s'exercer sur les grandes méga caps chinoises, technologiques et autres. On n'est pas non plus dans l'immobilier. Il n'y a pas d'obligations convertibles trop corrélées aux difficultés du marché immobilier chinois. C'est ça, Benjamin? Tout à fait. Ouais. Donc on est plutôt entre les gouttes, entre guillemets, on est sur ce marché-là. On est sur un gisement d'entreprises très exposées aux dynamiques locales. Donc pour ceux qui veulent s'exposer à la croissance locale chinoise et qui ne souhaitent pas le faire via des actions, parce que, et si on parle de volatilité, c'est probablement un des marchés dans le monde sur lesquels on peut constater la plus forte volatilité. Donc les obligations convertibles sont effectivement un bon moyen d'investir sur des sociétés locales avec un risque de volatilité maîtrisé, puisque comme sur les autres marchés, on va constater que les obligations convertibles chinoises vont permettre de limiter la volatilité. Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de ce marché des obligations convertibles chinoises onshore, selon vous, là, il y a quelques années maintenant, Benjamin? Pourquoi c'est parti comme ça il y a quelques années? Un des éléments qu'on mentionne en général quand on nous pose cette question, c'est certainement la disparition du shadow banking. C'est-à-dire que vous vous souvenez de ce grand sujet qui, je suis sûr que vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau à une époque, le shadow banking qui était vu comme un risque important sur le crédit en Chine. Voilà, le gouvernement a décidé qu'il fallait arrêter ça. Et donc, il a fallu d'autres moyens de financement. Il y en a certainement beaucoup d'autres qui se sont développés depuis, mais les obligations convertibles sont un des marchés qui ont bénéficié du fait que ces sociétés de plus petite taille qui avaient recours à ces shadow banking soient allées chercher d'autres sources de financement. Est-ce que ça, c'est un levier, un vecteur qu'on peut voir se développer dans d'autres pays, dans la sphère émergente, toujours, Benjamin? Est-ce qu'il y a d'autres pays dont on voit peut-être le potentiel de croissance sur le gisement convertible? Écoutez, aujourd'hui, on ne le constate pas dans d'autres pays ou régions du monde. C'est vrai que c'est un marché là, très typique qui s'est développé effectivement très vite. Puis, il y a peu de marchés qui peuvent se développer aussi rapidement et atteindre une taille d'une telle dimension. Mais on va suivre tout ça. Bien sûr, peut-être qu'on aura d'autres choses à raconter. L'avenir nous dira, non, effectivement, mais pour l'instant, mais aujourd'hui, on ne constate pas de phénomènes similaires dans d'autres régions du monde. Et vous, c'est cette stratégie que vous avez lancée il y a 2 ans, donc dédiée spécifiquement aux convertibles onshore chinois. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour traiter ce marché-là? Parce que c'est onshore, c'est-à-dire que on est vraiment sur le marché domestique chinois et pas sur les places ouvertes globales, internationales. Tout à fait, donc c'est onshore, les convertibles sont en yuan, c'est très structuré comme marché. Ça traite de manière listée, ce qui est différent des autres marchés de convertibles globaux qui traitent de gré à gré. Donc il y a un certain nombre de spécificités. C'est important d'avoir une présence locale, puisque pour des raisons très pratiques, les prospectus des obligations convertibles ne sont pas traduits, ils sont en mandarin, et il faut un certain nombre, sans rentrer trop dans le détail, mais de systèmes locaux pour traiter ces obligations convertibles. Donc nous, on a, c'est vrai, depuis 2015, et ça nous a beaucoup aidé à lancer cette stratégie, une présence locale dans l'asset management chez UBP à Shanghai, et donc ça a été évidemment une aide très importante pour lancer cette stratégie qui du coup est gérée à la fois par l'équipe locale à Shanghai, mais qui bénéficie aussi de l'expertise historique qu'UBP a sur les convertibles ici à Paris. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour cet éclairage sur le marché des convertibles et ce focus sur ce nouveau marché qui existe depuis quelques années mais qui est en train de prendre une taille importante dans l'univers, ce marché des obligations convertibles onshore, domestiques, chinoises. Benjamin Shapiro, co-responsable de la gestion obligations convertibles à l'Union bancaire privée Asset Management à Paris. Merci d'avoir été avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Fin de cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.